Alors, en fait, je pense que c'est aussi un peu l'objectif de ce type de partage, c'est de comprendre un peu comment des équipes se réunissent et arrivent à créer un projet comme Logan. En fait, il n'y a pas de hasard. Surtout créer un projet pareil dans une séquence, un contexte qui est celui d'une pandémie, ça veut dire on a du mal à créer une société, et j'en ai créé quelques-unes, comme on le fait d'habitude. Ne serait-ce que l'absence de pouvoir se présent physiquement dans les mêmes locaux régulièrement. Il y a une distanciation géographique. L'équipe est franco-belge, et donc du coup, c'est pas évident. Et pourtant, en fait, ça a très bien fonctionné parce que, notamment, quand j'ai rencontré David, on était alors différemment et pas avec les mêmes dosages, mais exactement en miroir en termes de cocktail. C'est-à-dire que j'ai aussi un passé de juriste, mais que j'ai quitté très vite pour devenir entrepreneur, et je suis un amoureux de la technologie. Et donc, quand on s'est rencontré avec David, c'était il y a quoi, un peu plus de 12-13 mois, je crois maintenant. Il y a eu cette espèce d'effet miroir, et en fait, quand il m'a expliqué ce qu'il avait derrière la tête avec Logion, et que je connaissais évidemment, j'avais moi aussi grenouillé pour comprendre cette révolution qui arrivait avec les blockchains. J'ai tout de suite compris en fait cette idée, notamment parce qu'elle est simple. C'est vraiment d'apporter une sécurisation par des vrais êtres humains à un processus automatisé qui est véhicule de valeur. Et cette simplicité et le fait que ça résonnait avec énormément de choses qu'il y avait dans mon expérience a fait que on s'est très vite très bien entendu, ainsi qu'avec toute l'équipe. Et le projet a vraiment déroulé extrêmement rapidement. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une plateforme qui est en production, ce qui est assez rare, surtout en ce moment, dans les projets qui peuvent être évidemment d'une complexité importante, comme l'a dit David. On a déroulé en fait ce qu'on devait faire d'une manière extrêmement efficace. Et je pense que c'est lié au fait, encore une fois, que l'idée derrière Logan est extraordinairement simple. Alors après, techniquement, la simplicité, comme vous le savez tous, c'est toujours plus compliqué à mettre en œuvre, et quand on cherche à faire des choses simples. Mais en tout cas, l'idée, la mission était évidente, et je pense que ça a conduit vraiment au succès de cette équipe. Et il n'y a pas de bon projet sans une équipe solide. Alors, David a expliqué un peu la genèse en fait, et d'où est venue cette idée qui a germé à partir de son expérience et de ses expériences. Moi, je vais vous expliquer un petit peu, du coup, concrètement, ce qu'on en a fait, et comment ça s'est concrétisé, comment on a matérialisé en fait cette idée, cette vision, par justement des éléments matériels pour l'expliquer, pour l'évangéliser et surtout pour la construire. Alors, je vais vous partager euh, une présentation que j'avais préparée à cet effet. Voilà. Donc, confirmez-moi que vous voyez bien ma présentation. C'est bon? C'est bon. Ouais. C'est bon, ouais. Parfait, merci. Voilà. Alors, encore une fois, en miroir, en petite synthèse de ce qu'a brillamment détaillé David, l'idée derrière, c'est que le Web3 crée évidemment de la confiance au travers d'une vérification technique autorisée par la technologie blockchain. On dit d'ailleurs do not trust, verify. Je n'ai pas besoin de savoir qui est derrière une adresse sur la blockchain, puisque j'ai tous les moyens de vérifier que ce qui va faire l'objet de la transaction existe et que la transaction va bien avoir lieu. Et donc, j'ai pas besoin de connaître, et pas besoin de, entre guillemets, avoir confiance dans la personne avec qui je fais la transaction, puisque j'ai tout ce qu'il faut sur le réseau pour pouvoir le faire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'a priori, les pionniers de la blockchain ont souvent considéré l'élimination des intermédiaires comme étant quelque chose qu'allait permettre, pour le bien des personnes, qu'allait permettre de faire des technologies de décentralisation et des technologies de blockchain. Alors le problème, malheureusement, c'est que cette confiance toute technologique, eh bien, elle est remise en cause parce que les utilisateurs ne savent pas qui est derrière cette vérification, qu'est-ce qui est vérifié et surtout comment ça a été vérifié. Et comme l'a dit aussi David, je contacte qui en fait s'il y a un problème. Et il force est de constater que si les gens n'ont pas totalement confiance dans l'ensemble du processus, ils n'utiliseront pas cette technologie. Et donc,
on n'est pas les seuls à le penser, hein, dès le départ. Si on prend la première ICO sur le DAO Project qui a eu lieu en juin 2016, où il y a eu ce fameux hack de 50 millions de dollars, Primavera de Filippi, qui est une chercheuse au CNRS, qui est également active à Harvard, donc qui est vraiment une personne reconnue dans le domaine des blockchains, a indiqué quelque chose de très juste, c'est qu'aucune organisation avec des échanges sociaux ne peut être dirigée exclusivement que par du code. Et si je reprends les deux exemples, les deux problèmes aujourd'hui que l'on identifie, qui sont des problèmes majeurs, qui ont été mentionnés par David, donc le premier, en introduction de cette session, eh bien, il y a un problème de protection des valeurs. Quand on n'a plus accès à ces valeurs pour des montants aussi importants, quand des gens se font voler des NFT, il y a eu encore un exemple là d'une galerie assez connue qui s'est fait voler pour 2 millions de dollars hier de NFT de Bored Apes, et que OpenSea a été conduit à bloquer la vente de ces NFT. Donc on voit bien qu'il y a un problème de protection des valeurs. Ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est évidemment comment dire, la validité en fait des transactions. Et je reprends cet exemple du Faubanski. On est bien en face d'un NFT. Le problème, c'est que le hacker en fait a simulé une vente et une vente aux enchères d'un Bansky qui n'existait pas. Et là, en fait, le NFT en tant que tel n'est pas à remettre en cause. La technologie sous-jacente n'est pas à remettre en cause. Le NFT, il a été créé, il est irrémédiablement créé avec les informations. Le seul problème, c'est que les informations que référence la blockchain, elles, ces informations-là, ne sont pas légitimes, ne sont pas authentiques. Et donc, toute l'idée derrière Logion, c'est d'expliquer, en gros, que dès qu'on parle d'expertise, de protection et donc de confiance, l'être humain, on le veuille ou non, et heureusement, j'ai envie de dire, reste clé. L'idée de Logion, c'est d'avoir créé une blockchain publique qui est opérée exclusivement, dont les nœuds sont opérés par un réseau décentralisé d'officiers judiciaires, d'officiers légaux, qui va apporter la réponse à ces deux problèmes, c'est-à-dire qu'il va apporter une protection légale à des assets, aux assets et aux valeurs échangées, ainsi qu'aux transactions digitales. Et donc, aux deux problèmes que j'ai évoqués, donc la protection des assets et la protection des transactions, eh bien, on a deux capacités, en fait, de la plateforme logicielle que l'on a développée au-dessus de la blockchain qui a été mise en œuvre, d'ailleurs, sur la technologie Polkadot. On pourra dire plus tard pourquoi on a utilisé cette technologie. Eh bien, au problème de protection des assets, on a créé le Logion Wallet, et au problème de la protection des transactions, on y a apporté quelque chose d'exclusif, de totalement innovant, qui n'existe pas ailleurs, qui est un objet blockchain qui s'appelle un dossier numérique. On a appelé ça un Legal Officer Case. C'est un dossier juridique numérique, et on a appelé ça un lock pour le Legal Officer Case, qui va permettre en fait de sécuriser tout ce qui va matérialiser une transaction, et en cela, parce que c'est opéré par un officier judiciaire, va permettre de sécuriser une transaction. Donc, encore une fois, deux problèmes, deux solutions apportées par Logion. Un problème de sécurisation des assets, le Logion Wallet en réponse. Un problème de sécurisation des transactions, le lock, le Legal Officer Case, c'est-à-dire un dossier numérique qui va sécuriser les transactions. Alors, le wallet, donc comme l'a expliqué David, c'est wallet you can trust, c'est-à-dire qu'on va fournir un wallet online qui va permettre de sécuriser un certain nombre de valeurs, donc des tokens par exemple, mais avec la particularité que sur certaines opérations comme les transferts, à partir d'un montant que je vais définir, je vais demander à ce qu'un officier judiciaire que j'aurai sélectionné, voire deux, eh bien, co-signe la réalisation de ce transfert, apportant une sécurité additionnelle pour éviter notamment les cas où mon identité est usurpée, où quelqu'un a volé mes passwords. L'huissier va pouvoir, sur des sommes importantes, du coup, intervenir et détecter potentiellement une fraude par une vérification, par exemple, réelle d'identité selon ses propres procédures. Deuxième partie, ce qu'on appelle le social recovery. À partir du moment où j'ai perdu mes mots de passe, ou dans certains cas, je n'ai plus accès à mon wallet et qu'à mon conjoint, par exemple, a besoin d'accéder à ces valeurs parce que je ne suis pas en mesure de le faire, peut-être parce que je suis à l'hôpital, malheureusement, dans certains cas, il y a des cas de décès, comment je vais gérer justement l'accès à ces valeurs. Aujourd'hui, très clairement, pour les raisons qu'a évoquées David, quand la personne n'a pas partagé, et on ne conseille pas de le faire, les 12 mots-clés permettant de générer les clés d'accès à ces valeurs, ou quand les mots de passe n'ont pas été communiqués,
ou partager correctement en toute sécurité, eh bien, ces valeurs-là sont totalement perdues. Il y a une impossibilité technique parce qu'effectivement, la blockchain est une technologie extrêmement sécurisée. Il y a une impossibilité réelle à réaccéder à ce qu'on pourrait considérer comme un véritable coffre-fort. Et donc là, dans ce contexte-là, l'huissier va avoir la possibilité technique. Non, alors, il ne peut pas accéder à ce qu'il y a dans le wallet, il va simplement permettre d'autoriser l'autre personne ou la même personne qui a perdu son mot de passe, eh bien, après vérification et tout un processus qui permettra justement de bien vérifier que la personne est légitime à réaccéder à ces valeurs, eh bien, l'huissier autorisera le transfert de ces valeurs de l'ancien wallet bloqué jusqu'au nouveau wallet appartenant à la personne qui a donc du coup l'autorisation, ou en tout cas qui est légitimement en droit de pouvoir reprendre en fait ces valeurs comment dire, du wallet, du portefeuille numérique, donc objet du blocage. Soit parce que légalement il y a le droit, soit parce que c'est prévu avec la personne, tout simplement parce que c'est la personne qui a perdu son mot de passe, ou parce que, par exemple, c'est son conjoint qui a le droit du coup de récupérer ses assets. Donc ça, c'est particularité de ce wallet. Encore une fois, c'est une protection accordée et encadrée par des officiers judiciaires. Alors, c'est une application, comme je l'ai expliqué, qui existe, qui est en production. Vous avez ici la page de onboarding qui explique comment installer tout le système d'authentification et d'identification permettant d'accéder à l'application décentralisée, ce qu'on appelle une DApp, Decentralized Application. Et donc, le système d'authentification reposant sur les mécanismes évidemment de clés opérant sur les blockchains, eh bien, évidemment, on en a simplifié l'usage, mais on repose sur ces mécanismes-là, donc il y a une vraie sécurité, et on est en présence d'un vrai wallet qui permet effectivement de récupérer des valeurs et de les transférer exactement comme n'importe quel autre wallet, mais encore une fois, avec la possibilité de faire appel à une protection spécifique qui est celle apportée par Logion et par la nomination de 2 officiers judiciaires qui vont protéger littéralement ces assets en cas de problème. Deuxième partie, donc deuxième solution apportée au deuxième problème que j'évoquais, c'est la protection des transactions. Encore une fois, dans une économie décentralisée, toute personne qui crée de la valeur va vouloir tokeniser cette valeur pour en faciliter l'échange et la circulation sur un réseau blockchain, quel qu'il soit. Le problème et la question auquel on doit répondre, c'est comment je fais en sorte que la personne à qui je transfère ce token, notamment lorsqu'il représente un sous-jacent, qui peut être soit virtuel, c'est-à-dire numérique, soit réel, ça peut être un objet physique, ça peut être même quelque chose d'hybride. Un token peut porter une propriété, par exemple, de quelque chose d'hybride entre une valeur numérique et un élément physique que je vais pouvoir utiliser dans le monde, entre guillemets, réel. Eh bien, comment je fais en sorte que mon acheteur ait confiance dans le token que je lui envoie? Encore une fois, je le répète, ça n'a rien à voir avec la technologie. La technologie trustless par nature est effectivement très sécurisée. Je n'ai pas besoin de connaître pour pouvoir faire confiance. Le problème, à nouveau, c'est que toutes les informations auxquelles fait référence cet objet, donc ça peut être par exemple un NFT, ce certificat numérique unique va référencer un certain nombre d'informations, et ces informations, ça peut être des contrats, des identités, des droits, des objets physiques, des références à des objets physiques. Mais le problème, c'est que ces éléments-là peuvent très bien ne pas du tout exister, ne pas du tout être authentiques, ne pas du tout être légitimes. Et donc, ce qu'on a imaginé, encore une fois, c'est le fait qu'un officier légal va créer un dossier numérique, donc un Legal Officer Case, un lock, pour locker cette transaction, pour la protéger. Et ça, c'est très important, j'y reviendrai. On a énormément travaillé avec les professions juridiques, telles que des avocats, des huissiers, bien entendu, des notaires, pour essayer non pas de leur imposer un mode de fonctionnement lié à la technologie sous-jacente que nous utilisons, qui est une technologie blockchain, mais au contraire comprendre comment il fonctionne dans le monde réel, dans un processus transactionnel, et de faire en sorte que l'outil puisse exactement être mis en œuvre selon leur processus de fonctionnement et leur mode de sécurisation juridique d'une transaction et comment ils interagissent. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, le lock, le dossier numérique qui va être créé, va contenir en tant qu'objet blockchain à la fois des données, des informations qui sont elles-mêmes également publiques. Donc, par exemple, on va créer un dossier numérique pour protéger une transaction de NFT. Ce NFT a un identifiant, et bien cet identifiant est une donnée publique qu'on pourra retrouver dans le dossier numérique. Et puis, il y a tout un tas de données confidentielles,
dont on doit, pour sécuriser une transaction et les acheteurs, expliquer qu'elles existent, mais il y a des éléments qu'on ne va pas forcément vouloir parce que c'est confidentiel, eh bien, partager et encore moins publier sur la blockchain, puisque par nature, si je mets quelque chose sur la blockchain, c'est irrémédiablement inscrit, je ne peux pas l'effacer. Typiquement, problématique pour les données personnelles, dans les contextes RGPD, je ne peux pas mettre ce type d'informations. Il va falloir que je trouve un moyen d'expliquer et de décrire qu'elles existent, mais sans les publier, sans les partager. Eh bien, on va permettre cela, c'est-à-dire que l'huissier va avoir une interface, une application web qui va lui permettre d'uploader toutes ces informations confidentielles. Ces informations confidentielles vont être transformées en une empreinte numérique, ce qu'on appelle techniquement un hash. Donc, c'est une véritable empreinte numérique, c'est une suite de caractères qui va permettre de rendre totalement infastidiable une version numérique d'un document. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un se présente avec un fichier, eh bien, on va pouvoir le faire passer par le même système qui va générer une empreinte. Si cette empreinte au caractère près est la même que l'empreinte qui avait été générée à l'époque de la constitution du dossier numérique, alors on est sûr qu'il n'y a eu aucune modification dans le fichier qui est apporté. Et donc, on est vraiment en face de quelque chose qui est extraordinairement sûr pour vérifier la véracité et la non-falsification d'un document numérique qui a été apporté lors d'une transaction. Et donc, sur l'ensemble des documents, c'est-à-dire les preuves d'identité, les copies de passeport, les preuves d'existence d'une société, l'existence d'un contrat, la source d'un fichier musical, dans le cas d'une œuvre numérique que l'on souhaite vendre, et qui est sous-jacent d'un NFT et qui va apporter un droit de propriété sur cette œuvre numérique à celui qui achètera le NFT. Même chose pour une photo. Et également les contrats qui ont mis en œuvre le transfert des droits et le périmètre des droits qui ont été transférés. On transfère souvent certains droits, pas forcément tous les droits. Et également, bien entendu, le constat d'huissier qui va pouvoir constater tous ces éléments-là et qui vont en attester l'existence, ce constat étant un élément réel qui est opposable au juge. C'est vraiment un élément fondamental pour la sécurisation de la transaction. Eh bien, tout ça va être mis sous forme d'empreinte numérique dans le loc, dans le dossier numérique, certifié par l'huissier et à la disposition des parties. Et élément très important, parce que c'est quelque chose qui a été également demandé par tous les acteurs en fait, du monde juridique avec qui nous avons travaillé pendant ces longs mois pour aboutir à cette plateforme, il y a un vrai problème en fait de sécurisation des fichiers numériques. C'est-à-dire que tous les contrats, enfin même les constats, dès qu'il y a des échanges entre les parties, se pose un problème de la sécurisation et de la confidentialité de ces échanges. Et donc, on va non seulement, pas seulement stocker dans notre dossier numérique sur la blockchain une empreinte qui va permettre de sécuriser les fichiers en question, mais on va aussi permettre sur le réseau distribué de manière ultra sécurisée et uniquement accessible par l'huissier qui a encadré la transaction, on va sécuriser les fichiers en tant que tels qui seront disponibles pour l'huissier. Et donc, si une des parties dit, bah, tiens, j'ai besoin de vérifier 2 ans après que ce contrat ou ce document ou cette source, cette photo ou ce fichier musical est bien celui qui était l'objet de la transaction, eh bien, ou de récupérer le constat parce que j'ai besoin d'apporter cela au juge pour lui prouver ma bonne foi et que je suis le vrai titulaire de cet élément, contrairement à ce qui est avancé par une autre partie, eh bien, l'huissier va pouvoir faire une expédition, c'est-à-dire une reproduction, va pouvoir vérifier effectivement que ce qu'il envoie est bien l'élément qui avait été fait à l'époque, de manière absolument sûre, et donc repartager ces éléments-là, puisqu'il les aura, mais que lui, dans l'interface de l'application. Et ces fichiers-là sont stockés de manière, encore une fois, totalement distribuée, encryptée et d'une manière ultra sécurisée, à côté, en fait, du réseau de blockchain et des nœuds Login. Alors, voilà l'interface d'un utilisateur qui va pouvoir demander en fait des requêtes de protection de transactions et des documents associés, et des fichiers et des éléments associés. Et puis voilà l'interface que l'huissier, voilà l'interface que l'huissier va pouvoir avoir. Quelques petits parasitages. Donc voilà l'interface de l'application pour l'huissier, avec toujours un élément très important, c'est de toujours donner la possibilité à l'huissier de bien comprendre ce qu'il va publier sur la blockchain. C'est fondamental parce que dès que je publie une information sur la blockchain, c'est irrémédiablement écrit et je ne peux pas revenir dessus. Et donc on va toujours visuellement bien identifier avant la publication les éléments qui sont publiés. Donc là, par exemple, vous avez ce fameux dossier numérique, ce fameux loc. Vous avez, par exemple, il a uploadé
le contrat correspondant au droit associé, il va uploader le constat qui a assuré l'existence de l'œuvre physique auprès de la galerie ou du musée qui dispose de cette œuvre. Eh bien, lui va pouvoir retélécharger les éléments numériques en question. Par contre, sur la blockchain, il va y avoir uniquement que les empreintes, c'est-à-dire les hashes qui seront stockées, ainsi que la clé d'identification de celui qui a créé l'information, en l'occurrence, c'est lui-ci. Élément très important, à cet échange, cette création de ce fichier numérique va correspondre un certificat publiquement accessible. C'est-à-dire qu'on va avoir une URL accessible par n'importe quel navigateur, et donc ce certificat va permettre de donner tous les éléments stockés sur la blockchain, permettant de garantir l'existence de tout ce qu'a constaté l'huissier à l'occasion de cette transaction. Voilà. Et ce certificat n'a de valeur que s'il est généré dynamiquement, parce que par nature, il va lire dynamiquement des informations qui sont sur la blockchain Logion. Par ailleurs, il apporte aussi une personnalisation de la protection puisque l'huissier est identifié et donc contactable par les parties qui auraient besoin de faire appel à des vérifications, des certifications de ce qu'il a lui-même opéré comme travail, comme mission. Alors, en termes de projet, qu'est-ce que l'on a eu comme, on va dire, accomplissement et encore une fois, le temps a passé très vite. L'année dernière, c'est passé vraiment très, très vite et on a réussi à mettre en œuvre l'intégralité de cette plateforme en production. Aujourd'hui, Logion est une blockchain opérationnelle, une application opérationnelle et qui a permis également de servir ses premiers use cases. Mais comme l'a indiqué David, il est très important de bien comprendre, et c'est une vraie différence fondamentale par rapport à d'autres projets, nous ne sommes pas une société commerciale. Nous ne fournissons pas un service payant en termes on n'est pas une société commerciale. On est une association internationale qui fédère et qui est dirigée par les premiers utilisateurs que sont les professions réglementées du réseau Logion. Et c'était très important pour nous d'obtenir, on a obtenu des financements et on a obtenu notamment le financement d'un fonds d'investissement souverain belge, qui est le fonds d'investissement technologique Wing. Et je pense que c'est un message important qu'un fonds public, en l'occurrence belge, ait financé en fait toute cette phase initiale de constitution de la plateforme, parce que ça ancre vraiment cette notion de mission de service public du projet au sein de l'écosystème blockchain et au sein des futurs utilisateurs de la plateforme. Deuxième élément important, fondamental, et ça là-dessus, David a fait un travail absolument extraordinaire dans l'interrelation avec l'écosystème blockchain. Encore une fois, arriver dans un écosystème blockchain en expliquant qu'on va mettre des huissiers de justice principalement comme tiers de confiance sur des transactions blockchain, à première vue, ça paraît complètement antagoniste avec ce que pensaient faire les pionniers de la blockchain et de ce que je pensais éliminer justement les pionniers de la blockchain. Et on a obtenu, et ça va être annoncé là dans quelques jours, publiquement, on vient d'obtenir en fait un grant de la Web3 Foundation. Donc la Web3 Foundation, c'est la fondation qui a été créée par Gavin Wood, le fondateur de Polkadot, et ils accordent en fait des grants, c'est-à-dire des reconnaissances sous forme de reconnaissance vers la communauté, mais également financière, lorsqu'ils considèrent qu'un projet va apporter le plus haut impact possible à l'écosystème Web3 sur le long terme. Et ce qui a été reconnu, c'est la valeur d'apporter une protection judiciaire, une protection par des officiers judiciaires sur un wallet, en fait, qui va permettre de sécuriser des valeurs pour les utilisateurs du Web3. Donc, c'est vraiment cet élément clé du projet qui est reconnu par l'écosystème Web3. Et puis, j'en conclurai par cela, en termes d'accomplissement et pour matérialiser effectivement encore plus concrètement ce que Logion permet d'apporter, outre ce que je viens de partager, qui est la plateforme logicielle, eh bien, c'est les premiers use cases. Et donc, on a ce projet-là qui est extrêmement intéressant à plus d'un titre, qui est le projet Arts. Art, c'est une start-up, c'est une marketplace spécialisée dans le monde de l'art. Et ils ont monté en fait un projet extrêmement intéressant avec les éditions Casterman et la Fondation du Roi Baudouin. Comment dire, les héritiers d'un auteur qui est un maître dans le dessin noir et blanc, qui s'appelle Didier Comès, eh bien, les héritiers de Didier Comès ont confié 13 planches à la Fondation du Roi Baudouin, qui se trouve au musée de Bastogne, en Belgique. Et ils ont eu l'idée, ils ont proposé de vendre des NFT associés à ces 13 planches. Et il y a 10 NFT associés à chacune des planches, 130 NFT au total. Alors, encore une fois, qu'est-ce que je vais acheter quand je vais acheter ces NFT? Je ne vais pas acheter la propriété de ces œuvres. La propriété reste évidemment au musée. En revanche, je vais être titulaire
d'une œuvre numérotée, d'une reproduction en haute qualité numérotée de la planche correspondant au NFT que j'achète, et je la recevrai une fois la restauration de cette planche réalisée, puisque ces 13 planches nécessitent restauration. Et donc, je vais acheter, je recevrai cette planche numérotée certifiée par Casterman et par la Fondation du Roi Baudouin, réalisée par Art, et je la recevrai, encore une fois, en tant que titulaire du NFT. Et donc, ils ont trouvé par là un mécanisme extrêmement intéressant de financement, de restauration en fait d'une œuvre d'art pour les amoureux de cet auteur et pour le bénéfice du musée. Et donc, comment ça se passe? Eh bien, quand vous allez sur le site web, vous allez avoir accès à une galerie, vous allez pouvoir choisir une œuvre qui vous intéresse et vous allez pouvoir l'acheter en utilisant les mécanismes classiques du web 3, c'est-à-dire typiquement là un MetaMask. Et donc, je vais pouvoir voir les informations du NFT. Et donc, associé à ce NFT, vous allez avoir un fichier qui est associé à la création d'un NFT dans lequel vous allez avoir toutes les métadonnées du NFT, ce qui vont décrire en fait ce que je suis en train d'acheter. Et donc, je vous ai reproduit ici exactement ce que l'on voit, qui est public. Ce sont tous les éléments techniques, descriptifs du NFT, ces fameuses métadonnées. Et donc, vous avez le type de planche, sa taille, l'origine, l'auteur, etc. Le mode de rémunération, le fait qu'en cas de vente successive, il y a des commissions en fait qui devront être ultérieurement gérées par le smart contract pour revenir en fait aux personnes qui sont à l'origine du projet. Et puis, vous avez également l'ID Logion. Et donc, cet ID Logion, en fait, correspond au dossier numérique qui va sécuriser, en fait, la vente de ce NFT. Et dans la présentation de cette galerie, vous voyez ici un lien vers le certificat Logion. Et donc, quand vous cliquez sur ce certificat, vous avez un certificat public qui reprend d'ailleurs gravé sur notre blockchain les éléments que sont les métadonnées du NFT. Vous avez aussi l'identifiant du NFT tel qu'il a été créé, et en l'occurrence, il a été créé sur la blockchain Ethereum. Et puis, vous avez des liens vers d'autres dossiers numériques, d'autres locks, tout simplement parce qu'on ne va pas réuploader à chaque fois, c'est toujours le même artiste, toujours les mêmes droits. Donc, on fait simplement référence pour l'ensemble des 130 dossiers numériques aux mêmes éléments constitutifs, c'est-à-dire d'une part, le certificat qui atteste le fait que l'huissier a fait un constat en bonne et due forme de l'existence de la société Arts, avec la copie de tous les passeports des administrateurs, la vérification auprès des organes de création d'entreprise étatiques. Enfin voilà, tout cela est constaté. Donc on a un certificat pour cela. Et puis on a un autre certificat qui va notamment attester de l'existence, du contrat encadrant et autorisant les parties à faire ce que je suis en train d'acheter. Et puis, et donc vous avez les haches de ce document-là. Donc ce document existe, rien n'en est révélé, mais ce document existe. Et s'il faut le produire, l'huissier du coup a reconnu son existence et on aura une copie potentiellement à produire si c'est demandé. Et puis surtout, il y a un autre huissier, puisqu'en Belgique, il y a une compétence territoriale, en fait. Et là, il se trouve que l'huissier, il y a un huissier qui a dû se déplacer au musée à Bastogne pour constater avec des photos l'existence des œuvres. Et il y a aussi un constat en bonne et due forme qui a été fait, attestant que les œuvres sont bien présentes, les photos qui ont été prises correspondent bien aux 13 œuvres qui sont l'objet de la vente de NFT. Tout cela a été constaté par un constat, encore une fois en bonne et due forme, dont le PDF a été uploadé sur la plateforme et dont le hash est également disponible et accessible via ce certificat. Alors, autre élément important, ils utilisent en plus de cette galerie, ils utilisent aussi OpenSea, vous savez, cette place de marché américaine leader sur la vente de NFT. Et donc, ils vendent en fait sur OpenSea eh bien, une partie en fait des planches en question. Et donc, clairement, et contrairement à ce qui se passe d'habitude sur OpenSea, ce NFT-là est le seul, pour la première fois au monde, à obtenir une certification et une protection juridique apportée par un huissier assermenté. Et donc, vous constatez sur OpenSea eh bien, que l'ID Logion du constat, du certificat, en fait, dans lequel il y a les constats qui ont été mis en œuvre que je viens de vous montrer, eh bien, l'ID est présent. Et donc, et apporte cette protection à celui qui achèterait bien ce NFT sur la plateforme OpenSea. Alors, cette opération a été faite par un être humain, sur une base évidemment extrêmement technologique, mais par une interface très simple à utiliser. Encore une fois, on a énormément travaillé parce qu'elle doit être accessible à la fois aux utilisateurs, mais aux professions réglementées qui vont en faire un outil de travail quotidien. Et donc, c'est Eline Ducens qui a fait
l'encadrement de toute cette opération avec Arts, Casterman et la Fondation Monod. Donc c'est une vraie personne, il y a son adresse, ses modes de contact, si jamais il y a des questionnements, et elle fait partie de l'équipe en fait d'officiers européens. On est présent en France, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Grèce, au Portugal, en Belgique bien sûr. Et donc c'est voilà, c'est ces pionniers en fait qui ont cru dans le projet et qui aujourd'hui sont amenés à opérer un nœud sur l'ensemble de la blockchain Nogon. Mais il faut savoir que dans l'équipe cœur à l'origine en fait de la création du projet dont David a eu l'idée d'origine, eh bien nous avons également Patrick Guillain qui est avec Patrick Schmitt au board en fait de l'Union internationale des officiers judiciaires et qui nous permet eh bien de faire rayonner en fait l'idée de ce projet et de pouvoir constituer une communauté la plus large possible à terme d'officiers permettant d'apporter ce type de service-là de protection à l'écosystème Web3. Voilà, donc c'est l'équipe Logon. Nous avons évidemment Gérard et Benoît qui constituent les fondations techniques en fait du projet. Stéphanie est présente dans ce webinaire et va vous parler juste après de toute la partie justement de gouvernance qui est absolument fondamentale dans le projet. Et puis on a aussi Casey. Casey, elle, est une avocate spécialisée en matière de propriété intellectuelle et qui fédère aussi toutes les autres, pour nous, toutes les autres professions juridiques autres que les huissiers qui sont absolument importantes dans les transactions. Voilà. On a aussi Elisa qui nous accompagne sur la gestion justement des communautés. Donc toute cette équipe, eh bien c'est aussi comme je l'expliquais en introduction, est un vrai accomplissement parce que tout ce que vous venez de voir a été fait cette année avec cette équipe, avec les huissiers. Et donc on démarre 2022 avec des fondations extrêmement solides pour adresser encore plus de projets et plus de protection juridique, encore une fois, à ce Web 3.0 qui est en train d'accélérer. Voilà. Si vous me permettez une petite chose justement par rapport à la certification des NFT, c'est vraiment extrêmement important parce que quand je vous l'ai présenté au début, je vous ai parlé de la sécurisation des utilisateurs, des acquéreurs. Mais pour ceux qui suivent un petit peu le développement de la blockchain, de la DeFi actuellement, vous l'avez probablement vu, certains de ces NFT aujourd'hui, je l'ai mentionné très rapidement, certains de ces NFT commencent à être considérés comme des collatéraux potentiels de protocoles de finance décentralisée. Imaginez quand même un petit peu, alors aujourd'hui, ok, c'est le cas où il y a quelques protocoles financiers qui sont hasardés au fait de considérer les CryptoPunks comme des valeurs pérennes dans le temps. C'est une bonne idée, pourquoi pas, mais sur quoi est-ce que ça repose? On ne sait pas le dire exactement. Gageons que ce soit un bon choix. Imaginez la puissance de tokens qui seraient reliés précisément à des œuvres d'art du monde réel, certifiées légalement, économiquement et en valeur. C'est techniquement en fait ce qu'on est en train de préparer dans le Gun maintenant, qui va faire l'objet aussi d'annonces en 2022, qui fait l'objet d'un projet aussi plus vaste dont on est partie prenante. Mais à partir du moment où vous allez relier en fait une valeur du monde réel, du monde tangible, qui est certifiée à un actif digital, et on vous dit, elle vaut un Magritte, une copie d'un Magritte, je ne sais pas, ou une statue qui est valorisée. Il y a une artiste en fait qui est ici, qui connaît extrêmement bien la matière. Je l'ai vu dans la liste, mais à partir du moment où vous allez précisément relier les droits à quelque chose de tangible et qu'ensuite l'utilisateur va pouvoir dire « je suis le propriétaire de ce token », je vais soit l'utiliser comme collectionneur, ça il est toujours libre de le faire, mais à un moment donné, il pourra aussi l'utiliser potentiellement pour emprunter d'autres actifs digitaux, voire pour être lui-même la banque de prêt d'autres actifs digitaux moyennant une rémunération. Ceci, ça va véritablement permettre de créer des bridges entre ce monde réel, et c'est ce qu'on voulait, autant en termes de sécurité finalement qu'en use case, en cas d'application. Mais là, ça va clairement en fait permettre de créer des bridges entre le monde réel et ce monde qui est en train précisément de créer de nouveaux flux de finances, de nouveaux flux de gestion, de nouveaux
de nouvelles chaînes de valeur. Et des idées comme ça, on en a encore beaucoup, mais comme Yves vous l'a dit, on a encore une petite équipe, on grandit bien. Il va falloir qu'on accélère en 2022, mais sincèrement, je pense qu'avec ce qu'on avait en magasin, on a franchement pas mal travaillé du tout sur les quelques mois qui se sont écoulés. Mais en 2022, vous allez voir, on va vous réserver encore énormément de surprises et de très, très beaux projets. Voilà, je tenais vraiment à le rajouter avant de céder la parole à Stéphanie. Beau teaser. Et peut-être juste avant de passer à la gouvernance, il y a une question dans le chat qui rebondit sur Elie, ta présentation. Je vais peut-être te la lire parce que c'est peut-être pas mal d'y répondre maintenant. C'est une question d'Éric Olombel. Est-ce que la validation, certification est rattachée au legal officer lui-même ou à Logion, quel que soit l'officer qui certifie? Alors, donc, si l'officer quitte le groupe ou la SOS, enfin la SOS en l'occurrence, cela n'interfère en rien à la certification? Non, parce que justement, c'est très important que un constat est associé à un huissier. Et donc, on n'enlèvera jamais le fait que l'huissier a fait ce constat-là à un moment donné. Il aura toujours cette preuve et cette valeur probante. Après, l'huissier peut partir à la retraite. Dans ces cas-là, il y a des suivis de dossiers. Et c'est justement là où les règles qui sont opérées dans le monde réel s'appliqueront également sur Logion. Mais à un instant donné, il n'en restera pas moins que l'huissier, dans sa fonction, dans sa charge publique, a réalisé une preuve opposable à un juge à une date donnée, même s'il n'est plus là au moment où on le produit. C'est l'avantage de passer par un constat. C'est intuitu personné, c'est vraiment intuitu personné. Voilà. Mais l'État a l'obligation en fait d'assurer la pérennité des actes de ses officiers publics et ministériels. Donc l'État, chaque État qui organise à un moment donné une profession précisément dans un cadre légal extrêmement strict a l'obligation aussi d'assurer la pérennité des actes. Vous voyez ça d'une manière générale avec les notaires qui doivent d'abord les conserver d'une part et ensuite les successions en fait notariales, tout comme les successions finalement de toutes les officines ministérielles publiques qui à un moment donné sont rattachées à l'État. C'est une obligation des personnes, oui, mais c'est aussi une obligation de l'État. Ok. Alors, rebonsoir à tous. Et vraiment, je vous remercie d'être encore là. Ça fait plaisir que vous soyez toujours là. Et donc, avant de passer aux questions, on voulait effectivement ce soir insister avec vous sur la question de la gouvernance du réseau Logion. Et j'imagine que vous avez bien en tête que toutes les questions de gouvernance sont sensibles par nature, puisqu'elles définissent les jeux de pouvoir et d'influence dans un réseau et tous les jeux aussi de répartition de valeur économique sur une chaîne. Et effectivement, la question qui se posait pour un réseau comme Logion avec cet ADN-là, c'est qui décide au sein de ce réseau, qui contrôle les legal officers et est-ce qu'on est en capacité de créer vraiment une réelle alternative à la recentralisation du contrôle des systèmes décentralisés. Et surtout d'ailleurs quand on sécurise de la valeur. J'attire votre attention sur un rapport qui est sorti après 15 jours ou 3 semaines de la Banque des règlements internationaux, c'est le comité de Bâle, c'est le régulateur des banques centrales. Et leur rapport s'intitulait La désillusion de la DeFi. Et une trentaine de pages, et grosso modo leur conclusion, enfin avec ma lecture, c'est que la seule solution, c'est le contrôle centralisé. Donc, il y a quand même quelque chose de très ancré dans le système actuel là-dessus. Or, pour nous, chez Logion, vous avez commencé à le comprendre avec David et avec Elie, le principe de la gouvernance décentralisée, on l'a chevillé au corps. Et notre philosophie, c'est clairement la gouvernance des parties prenantes, par les parties prenantes, pour les parties prenantes. Et ça fait pas du tout de nous des anarchistes. Parce que vous l'avez bien senti dans la petite musique, il y a quand même plus de 200 ans, un jeune homme très bien, Abraham Lincoln, nous définissait la démocratie par la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. Plus près de nous, il y a 1 ou 2 ans, création de la Web3 Foundation. Et la Web3 Foundation, elle met en moto, vraiment dans son ADN, ce qu'ils veulent, c'est promouvoir un numérique, un système numérique où chacun garde le contrôle de son identité, de ses données et de son destin. Et aussi, je vais oser dire un gros mot, mais ayez juste en tête que Davos, le World Economic Forum, met très en avant ce qu'ils appellent le stakeholder capitalism. Et moi, j'y vois complètement la résonance de cette gouvernance des parties prenantes pour les parties prenantes par les parties prenantes. Du coup, concrètement, dans le monde que nous habitons aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait au sein de Logion pour donner corps à cette gouvernance décentralisée? Et vous l'avez compris, chez nous, c'est le respect permanent de l'état de droit. On a ça, alors on a cet ADN partagé les uns les autres par nos différents parcours. Et il y a 4 points importants. Ils ont été un peu abordés par Elie, mais communiquer, c'est répéter. Donc, je vais quand même vous les remettre en avant. Et ayez bien en tête quand même ce que peut vouloir dire que chaque nœud du réseau blockchain Logion est opéré ad nominem
par un huissier de justice, donc un officier légal du réseau Logion. Ça amène tout de suite de la transparence au réseau. On parle parfois de l'annuaire, en fait. On a un annuaire des nœuds. Et Elie a dit, voilà, on sait qui est derrière le nœud. Et surtout, ce qui est très intéressant avec la fonction d'huissier de justice, c'est qu'ils sont par nature décentralisés et indépendants. C'est vraiment by design. Ils ont une charge publique en leur nom et ils ont aussi, vous l'avez compris aussi, cette particularité de l'acte authentique, du constat, et donc qui a force probante. Ça, c'est vraiment, vraiment très différenciant dans la nature de ces intervenants. Deuxième point, l'infrastructure technologique Logion, et Elie l'a dit, n'appartient pas à des intérêts privés d'une boîte tech. On voit beaucoup et ces projets sont très bien, de blockchain des huissiers, de blockchain des notaires, mais à chaque fois, on a des boîtes tech, et c'est super, qui développent, des applications qui sont utilisées par les huissiers. Là, on n'est pas du tout dans cette logique-là. D'ailleurs, l'IP de Logion appartient donc à une association qui est une association internationale sans but lucratif établie à Bruxelles. Ça, c'est un statut unique qu'offre la Belgique donc de cette AISBL, et c'était très intéressant pour nous d'avoir tout de suite cet ADN-là parce que ça nous donne tout de suite un rayonnement international, c'est la nature de ces associations, et surtout en Europe, donc quelque part tout de suite cross-border finalement. Et ça permet même si on est tous les uns les autres très, très souverains, ça nous permet quand même de tout de suite être dans une logique d'intérêt général un peu cross-border. Par ailleurs, le code de la technologie est open source pour un maximum de transparence. Et donc, vous l'avez compris, parce que nous sommes une association, nous sommes gouvernés par nos membres. Ça, c'est par nature. Et nos membres, les membres de Logion aujourd'hui, ce sont l'équipe d'administration et d'exécution, mais surtout chaque huissier de justice, chaque legal officer qui opère un nœud est de fait membre de l'association Logion. Et toute la gestion, toutes les règles de gestion et de gouvernance du réseau sont définies par les membres du réseau, elles sont définies et elles sont votées. Et donc, c'est un corpus de règles d'onboarding. Quelles sont les conditions pour rentrer, pour devenir un legal officer Logion? Et encore une fois, ce sont des règles qui sont établies, qui vivent, mais elles sont établies et votées par les membres du réseau. Donc, on est vraiment dans une logique de gouvernance partagée. Et donc, on essaye d'être dans ce mindset où on a ces principes quelque part un peu très, 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 très démocratiques, de la méritocratie, du vote, la gouvernance partagée et de la permanence. De la transparence, pardon. Et évidemment, dans cette phase initiale de lancement du projet, la gouvernance décentralisée s'opère off-chain, mais notre objectif, évidemment, au moment de l'ICO, c'est d'aller vers la gouvernance on-chain, à l'image des solutions de DAO, des écosystèmes décentralisés tech blockchain. Et bien sûr, ces DAO sont toutes en train de mûrir dans les grands réseaux, Ethereum, Polkadot. Je suis sûre qu'un certain nombre d'entre vous, d'ailleurs, y participent. Et tous cherchent à trouver de bons équilibres. Il y a des questions qui demeurent sur comment s'assurer que toutes les parties prenantes votent, comment les incentiver à la participation active du réseau, comment éventuellement donner en transparence du poids à certains profils en fonction de leur contribution au réseau, comment évidemment repérer des comportements fallacieux. Il y a les enjeux de collusion, de conflit d'intérêts, et donc tout ça, ça rentre mécaniquement dans la structuration et la construction de ces DAO. Et au-delà de l'aspect de gouvernance on-chain, ce qu'on attache évidemment et ce qui était très intéressant et très important pour nous dans ces modèles de gouvernance décentralisée, c'est que tout de suite, à la source, ça intègre la gouvernance des flux économiques et financiers. Donc, bien sûr, c'est cette fameuse tokenomie qui consiste à organiser la circulation de la valeur économique au sein du réseau. Et par exemple, pour le réseau Logion, nous sommes en train de travailler toute la tarification des services, mais vraiment dans un esprit d'enjeu de gouvernance par les parties prenantes du réseau, donc des huissiers qui constituent notre réseau. Et on le fait dans la mesure où ils doivent s'impliquer donc dans la définition du business model et veiller à son adaptation et ses équilibres permanents. Un autre exemple qu'on a en tête, c'est que très vite, pour nous, ce réseau pourra s'organiser pour gérer ses réserves et constituer, par exemple, un pool de liquidités gouverné par le réseau en soutien à des projets utiles pour les acteurs du réseau. Ça, c'est vraiment le reflet de ces logiques auxquelles on commence à être habitué quand on fréquente les écosystèmes layer 0 ou 1, ça dépend comment on se place, des blockchains.
Donc, Logion, le réseau Logion est en train de grandir à la fois avec ses utilisateurs, tous les use cases qu'on est en train de traverser, et puis à travers ses membres, et tous travaillons de concert dans ces espaces décentralisés à ces nouveaux modèles. Et c'est le cas, David, j'espère que tu m'en voudras pas parce que tu as fait un petit teaser, mais c'est typiquement le cas avec le projet musical NFG.Earth, dont tu reviendras parler, je sais, et qui ambitionne donc de faire émerger de nouvelles équations de répartition de valeur sur la chaîne de l'artiste jusqu'au consommateur de musique, et avec vraiment des équations économiques nouvelles. Et nous, de fait, on se projette totalement avec ce partenaire dans la construction de ces nouveaux schémas économiques. Et alors, bien sûr, il y a un enjeu presque aussi culturel dans ces nouveaux écosystèmes. Franchement, les gouvernances décentralisées, c'est un terrain nouveau. Mais pour nous, c'est celui, enfin, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est celui de l'avenir. C'est vrai que ça fait des millénaires qu'on est habitué à une gouvernance centralisée, aussi à un monopoly dont les règles du jeu finissent par ne plus être vraiment comprises. Je dis ça, je dis rien. Mais pour nous, le sujet, c'est pas du tout de s'affranchir de l'état de droit, c'est pas du tout de balancer les tiers de confiance. Pour nous, c'est pas là l'enjeu, mais c'est vraiment de créer des architectures où les décisions sont prises au plus près des usages, dans les flux, vraiment au plus près des transactions et des utilisateurs, avec un engagement direct des acteurs et une protection juridique adaptée. Et en fait, vraiment, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que pour nous, la gouvernance décentralisée, c'est pas un choix cosmétique, c'est pas un business non plus. Je sais que c'est important, mais pour nous, c'est vraiment une conviction profonde que chacun doit rester en contrôle de ses engagements et de ses responsabilités. Et franchement, alors je vais dire que ça n'engage que moi, mais le risque de dictature numérique, il n'est pas à négliger. Et je ne fais pas de procès d'intention où je vise rien, mais c'est quand même quelque chose qu'on sent poindre, quelles que soient les bonnes intentions. Et quelque part, souvenons-nous de cette phrase de Churchill, vous la connaissez, la démocratie est un mauvais système, mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Donc, dans ces espaces Web3, dans ces espaces métavers, whatever le terme, essayons de donner corps à ces DAO. Alors, on connaît les Decentralized Autonomous Organizations, mais j'ai presque envie de vous dire les Democratic Autonomous Organizations. Et pour nous, avec le modèle Logion, nous pensons qu'en amenant une sécurité juridique au cœur des nœuds des blockchains en mode décentralisé, c'est vraiment un prérequis à la démocratie et à l'économie numérique. Ta-ta-ta. C'est vraiment, moi je ne vous cache pas que c'est une question qui me préoccupe énormément. Ça fait donc maintenant depuis 2016 que je vis et que j'évolue dans cet écosystème, depuis 2017 full-time. Je pense que j'ai vu quand même pas mal de choses, mais je me pose énormément de questions aujourd'hui finalement sur la capacité qu'on a de réaliser à un moment donné, de mettre en place une mécanique où on va véritablement avoir cette réorganisation de la chaîne et cette application des parties prenantes. Quand on laisse aller le marché, j'ai l'impression que c'est la loi du plus fort qui s'impose. Et je jette peut-être un pavé dans la mare aussi, mais n'hésitez vraiment pas à réagir. Mais regardez un peu finalement, et c'est pas une critique, hein, que du contraire. Moi, mon vœu le plus cher, et là je parlerai précisément comme head ambassador de Polkadot à la limite, serait que tous les écosystèmes blockchain à un moment donné deviennent des success stories, interconnectés les uns aux autres pour qu'ensemble on soit plus fort pour amener le nouveau modèle du web. Mais je regarde un petit peu comment Ethereum évolue aujourd'hui au fil du temps, et j'ai lu pas mal d'articles là-dessus. On voit que le système de validation, le système de minage l'a quand même fortement phagocyté, que les mineurs aujourd'hui ont un poids énorme sur son évolution, freinent des cas de fer pour qu'on change le modèle. Et quand on aura changé le modèle, qui seront les plus gros stakers? Ce seront encore eux. Donc, dans les protocoles financiers, quand vous regardez un petit peu de près aussi, puis je réagirai encore sur quelque chose, vous vous rendez compte à un moment donné, souvent on dit, oui, ce sont les baleines qui font la pluie et le beau temps. Mais baleine, ça veut dire concentration. Quand vous regardez aujourd'hui, là j'ai énormément de mal à comprendre ça aussi, on a fait les éloges d'OpenSea
qui a levé 300 millions et qui est capitalisé à je ne sais plus combien de milliards, mais je me suis quand même fait la réflexion et je vous avoue que je l'ai écrite. Je me suis dit, mais attendez, on avait dit qu'on créait à un moment donné les NFT pour réorganiser des chaînes de valeur et mieux rémunérer les artistes. Et là, on se retrouve finalement avec deux personnes dont on dit, regardez, c'est les nouveaux milliardaires. Quelque chose qui cloche là-dedans, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on est revenu avec une bonne ancienne société capitalistique qui est en train de récupérer une vague ou de surfer sur une vague, mais pour la réinjecter dans une structure extrêmement centralisée. Moi, je leur ai suggéré de réutiliser une partie de la manne pour encourager à la production artistique, encourager les nouveaux artistes. Ça me paraîtrait beaucoup plus logique. Et c'est là que je me dis quand même, parce que souvent j'entends les gens me dire ouais, mais les protocoles, ça va tout régler, c'est pas les êtres humains, il faut de la liberté, il faut rien réguler, quoi. Ça va aller tout seul et ce sera parfait. Et là, je vous avoue que j'ai quand même un doute. Je pense que le curseur doit justement être placé un petit peu au milieu de tout ça en se disant, ayant quand même foi en l'homme, en sa capacité à amener des choses extrêmement constructives, solides, précisément, pour la mise en place de de ces nouveaux protocoles, de ces nouveaux modes d'organisation, de ces nouveaux écosystèmes. Mais clairement, comme Stéphanie l'a dit, il faut que tout ça soit transparent, soit contrôlable. C'est ça qui doit changer. C'est pas toujours, faut pas toujours viser de la décentralisation, dire je veux de la décentralisation parce que ok, si ça mène finalement au contrôle de quelques-uns, qu'est-ce que la décentralisation vient? Non, de la transparence, la possibilité pour les gens à un moment donné d'intervenir dans le processus, de le contrôler, de l'auditer des acteurs de la chaîne, des parties prenantes. Euh, et là, alors, on aura un travail énorme et c'est un travail que vous devez faire aussi, évidemment, au sein de Blockchain HEC, c'est faire en sorte que justement les gens ayant envie de nous rejoindre, mais ayant envie aussi de participer. Parce que quand encore on leur met les outils à disposition, c'est pas encore gagné. On le voit dans Polkadot, c'est il faut les stimuler pour qu'ils prennent part au vote. Il y a des David, écosystèmes. en parlant de participation, on a beaucoup parlé, moi le premier, et il y a des questions en fait de l'audience justement qui veulent Oui, ok. participer. Mais je termine simplement par ceci parce que c'est vraiment important. On devra, et ce sera vraiment le dernier maillon de la chaîne, mettre en place des outils et faire en sorte que les gens ayant envie de s'impliquer finalement dans ces nouveaux protocoles, dans nos chaînes, de participer. Et donc, le challenge est énorme. Merci beaucoup, merci à tous les trois. C'était une magnifique présentation. Et donc merci. Et alors je vous propose qu'on parcourt les questions du chat et puis ensuite que on parcourt aussi nos questions. On avait un certain nombre de questions qui je pense peuvent être intéressantes aussi à parcourir, Camille. On fait comme ça. Je te laisse Ouais. la main, peut-être. Ouais, on peut commencer par question du chat. Celle de Nicolas, par exemple. Pourriez-vous donner plus d'informations quant à votre business model pour onboarder de nouveaux legal officers afin d'atteindre une taille critique pour votre réseau? Et moi, j'ajouterais aussi d'ailleurs comment et est-ce qu'ils sont rémunérés, ces legal officers, et comment ils sont intéressés au projet. Pareil, soit je démarre, soit... Je peux. Sur le business model, c'est assez simple. Il y a deux types comme n'importe quelle blockchain, on a notre propre monnaie, le Logan Token. Cette monnaie permet de rémunérer d'une part le fonctionnement de l'infrastructure, qui, je rappelle, chaque nœud est opéré par un huissier. Et donc, il y a des infrastructures fees, donc des instants où une écriture est faite sur la blockchain, où cette blockchain est utilisée, eh bien, les nœuds en charge de cette écriture vont être rémunérés. C'est ça le premier axe. Et évidemment, le deuxième axe de rémunération, à partir du moment où des services sont demandés, des services légaux sont demandés aux officiers, eh bien, ils vont être rémunérés également donc quand ils vont faire un constat, quand ils vont faire une mission de protection, eh bien, ils seront rémunérés dans une tarification et selon les types de missions qui ont été élaborées, comme l'a dit Stéphanie, par la gouvernance et validées par la gouvernance des huissiers. Donc ça, c'est le cœur du fonctionnement économique en fait de la chaîne et l'onboarding des huissiers est fait selon les règles de gouvernance qui ont été établies par la communauté des huissiers de Logan. Voilà, donc avec les règles d'éthique, des règles propres aux professions réglementées. D'où l'importance, encore une fois, qu'on ne soit pas une société commerciale, mais bien une association pilotée par ses membres qui sont des professions réglementées. Voilà. Des règles qui sont toujours transparentes, connues de tous. Oui.
Et c'est essentiel. Même si on doit mettre effectivement à un moment donné une barrière à l'entrée parce que précisément le but est de border des gens qui ont les compétences, bah, ce seront des règles clairement en fait et des conditions qui seront connues. Et pour le fonctionnement de la chaîne, en fait, si vous connaissez un petit peu les chaînes Polkadot et d'une manière générale, enfin peut-être pas d'une manière générale toutes les blockchains, on a un mode de fonctionnement qui est exactement en fait similaire aux autres chaînes, sauf à y intégrer effectivement la rémunération des legal officers. Et donc avec une tokenomie à un moment donné qui peut être inflationniste, une gouvernance qui peut reparamétrer éventuellement la tokenomie pour que précisément le token soit efficace sur les marchés et dans son fonctionnement en relation avec la chaîne. Ok, très clair. Et donc en fait, si juste continuer un petit peu sur le fil de ce sujet-là, c'est quoi le lien exactement avec Polkadot? Parce qu'on parle du coup de la chaîne Polkadot, de la chaîne aussi Logion. Comment est-ce que ça s'articule tout ça d'un point de vue un peu technologique sans vraiment rentrer dans le cœur du sujet? Donc, en fait, Logion a été développé sur la technologie qui a été précisée, qui est extraite en fait de la relay chain Polkadot. On a fait une fois expliqué tout le projet Polkadot au sein de blockchain HSC. Et donc, en fait, le concept Polkadot, à un moment donné, c'est d'avoir mis en place une relay chain, une technologie pour permettre à des chaînes indépendantes de développer leurs propres services, finalement, à mettre à disposition d'abord de l'écosystème Polkadot et puis par extension ensuite de l'écosystème blockchain. Et donc, clairement, en fait, Logion est une chaîne de l'écosystème Polkadot qui va devenir parachain, se connectera donc à la relay chain et sera alors, une fois qu'elle a atteint ce statut de parachain, dans la possibilité d'interagir et d'offrir ses services spécifiques au reste de l'écosystème. Dans l'attente, il existe en fait déjà et d'ores et déjà en fait des alternatives qui permettent de contourner le fait de ne pas être une parachain précisément pour offrir des services tels que la certification. Pour la sécurisation des actifs digitaux et le passage précisément des actifs digitaux et leur sécurisation via les wallets de Logion, là on aura vraiment besoin en fait de passer par le statut de parachain. Mais ça arrivera très vite. Et ça, c'est une question du chat justement, ça doit arriver quand? Vous avez une idée précise? On aimerait cette année, on va tout faire pour. Ouais. Mais les délais ne cessent de se raccourcir en fait. C'est un peu une question d'opportunité, de maturité aussi. Les choses évoluent très très vite. La vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Mais pour moi, clairement, en fait, ça se fera au plus tard à l'été de cette année, voire plus tôt. Okay. On a vraiment apprécié l'infrastructure apportée par l'écosystème Polkadot, cette idée de faire un Internet des blockchains où tout le monde peut créer sa blockchain pour éviter l'effet silo et de masse que l'on a sur Ethereum avec tous les problèmes que ça cause. Avec par contre la condition sine qua non que toutes ces chaînes entre elles soient capables d'interopérer, d'échanger des contrats, de la valeur, des données. Donc ça permet une énorme scalabilité et puis ça permet de développer cet Internet des blockchains qui est la condition de réalisation justement de cet Internet 3.0. Et donc c'est vraiment legal protection as a service, quoi. C'est vraiment le concept. On va mettre ça à disposition de toutes les autres chaînes en étant nous-mêmes une parachain. Et ça matche parfaitement avec l'état d'esprit Polkadot où l'idée était précisément de permettre à chaque chaîne de développer sa tokenomie, son infrastructure, ses services au profit du bien commun. Exactement. Très clair. Question de Jean-Marc dans le chat. C'est une question un peu plus générale en fait sur la blockchain, j'ai l'impression. Est-ce que la blockchain qui a pour but de protéger la donnée est-elle aussi liée de près aux notions de protection de la vie privée via le processus légal RGPD? Alors, oui, en fait, oui et non. Il ne faut pas inscrire dans la blockchain des données personnelles. Ça, c'est très clair, je l'ai mentionné. Par contre, il y a des choses qu'on peut inscrire qui permettent de garantir l'existence de ces données-là sans les révéler. C'est ces fameux hash, ces empreintes numériques. Et donc, est-ce que la blockchain peut avoir un intérêt sur la protection de la vie privée? La réponse est oui. Est-ce qu'elle peut être dangereuse pour la vie privée? Si mal utilisée, la réponse est également oui. Voilà. Et il y a un problème enfin. Il y a un problème essentiel en fait dans la liaison entre la blockchain et le GDPR, c'est le droit de rétractation. Donc, quand bien même à un moment donné, les données seraient anonymisées, ça, on ne sait vraiment pas revenir dessus. À un moment donné où vous avez, et si même votre consentement prend la forme d'un hash, le souci, c'est qu'il est immutable. Or, en principe, en fait, tout ce qui touche au traitement des données privées, et aujourd'hui, la réglementation impose qu'on puisse revenir en arrière. Mais quand vous reliez précisément la gestion de ces données avec un processus blockchain, mais le droit de rétractation est très difficile à gérer. Il faut garder toujours ça à l'esprit.
Ouais, et c'est pour ça que dans l'application pour les huissiers, on a très clairement, systématiquement, super identifié dans l'interface ce qui est précisément écrit dans la blockchain, pour cette raison-là. Et qu'on a mis tout un tas de garde-fous, en gros, avant d'inscrire une information, il y a plusieurs étapes pour être sûr que l'huissier comprend bien ce qu'il va inscrire, parce que c'est un débile. Donc voilà, c'est vraiment fondamental. Ok, très clair. Des questions un peu plus générales qu'on avait notées. C'est quoi les grandes compétences aujourd'hui, puis sûrement que vous recrutez, les grandes compétences dont vous avez besoin, et si vous deviez recommander à quelqu'un, que ce soit un jeune étudiant d'HEC ou autre d'ailleurs, qui souhaite rejoindre le monde du Web3 et qui ne sait pas vraiment par quel bout commencer, on fait quoi? Parce que c'est quand même assez nouveau et qu'on commence par où? Moi, je pense qu'à titre personnel, il y a vraiment des choses qui sont très, très intéressantes à faire dans le domaine de la tokenomie. On en a parlé justement ici. Quand vous devez paramétrer aujourd'hui un environnement blockchain avec son propre token, mais déjà, en fait, vous devez établir un premier modèle. C'est assez complexe, hein, finalement, de gérer la supply, enfin, allez, comment en français, la supply, je ne sais, comment est-ce qu'on dit en français, la supply? La, La demande, L'allocation la, le- l'allocation en token. Ok, merci. Voilà. Mais déjà, donc, de la gérer et de gérer des équilibres pour qu'à tout instant, votre token soit disponible pour toutes les fonctionnalités auxquelles il est appelé. Parce que un token tel que celui qui va être utilisé dans le GUN va être utilisé pour la gouvernance, va être utilisé à un moment donné pour sécuriser le réseau, comme toutes les autres chaînes le font, va être utilisé pour payer les fees, va être utilisé aussi pour garantir finalement le lien avec la relay chain. Et puis après ça, mais il faut quand même que aussi votre token, parce que c'est ce que vos stakeholders attendent, et ben, il faut que votre token atteigne un certain niveau de stabilité, une certaine valeur pour que, je vais dire, la tarification et les modèles ne soient pas remis en question à chaque fois. Et donc, il y a, je trouve, des choses mais extrêmement challengeantes, si vous me passez l'expression, à faire en matière de tokenomie. En matière de développement, on en discutait un petit peu avant de démarrer le live. Les chantiers sont très vastes aussi. Et trop souvent, je pense que les gens veulent s'engager dans de la blockchain pure et dure, alors qu'effectivement, bon, une blockchain, c'est énormément de choses. C'est de l'infrastructure, c'est du développement d'applications, c'est du développement blockchain, c'est du développement de smart contracts. Alors, vous avez aussi énormément de choses qui doivent être faites parce que vous le faites ici aussi pour évangéliser, éduquer, communication, marketing, se spécialiser dans la matière pour à un moment donné réussir à faire passer ces différents messages, ces nouveaux challenges, impliquer les gens, organiser une gouvernance. Et du coup, c'est les conseils pour un jeune ou même pas forcément jeune, mais quelqu'un qui voudrait venir dans le monde du Web3. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'autodidactes. Peut-être des conseils de formateurs ou d'organismes de de formation, ressources. de ressources, ouais, c'est ça, de sites à Alors, aller. en fait, c'est l'énorme avantage de cette mouvance, c'est qu'il y a une mise à disposition gratuite de connaissances qui est absolument hallucinante. Alors après, il y a aussi beaucoup de déchets et notamment parce qu'on parle de spéculation et donc du coup, on a l'impression qu'on peut devenir multimilliardaire en moins de 5 secondes en achetant ce superbe NFT qui n'existe pas. Mais à côté de ça, il y a quand même des gens qui font un travail vraiment incroyable d'éducation. Et je pense que alors après il y a aussi moi j'ai un livre alors qui est plus qui descend moins dans la technique mais qui m'a vraiment beaucoup éclairé il y a un petit moment parce qu'ils ont œuvré justement sur cette évangélisation. C'est Don et Alex Tapscott du Blockchain Institute. C'est des Canadiens à Toronto et ils ont écrit ce bouquin qui s'appelle Blockchain Revolution. Et donc, sur leur site, il y a un nombre de white papers dans tous les domaines d'activité qui est une mine de connaissances gratuites. Et leur bouquin, d'ailleurs, je conseille vraiment de le lire. Encore une fois, il n'est pas parfait, mais il a le mérite de survoler vraiment tout ce que... pourquoi on appelle ça une révolution. Voilà. Pourquoi on appelle ça une révolution, en quoi c'est une révolution et en quoi ça touche tous les secteurs d'activité, la banque, l'agriculture, vraiment la propriété intellectuelle, les secteurs pharmaceutiques. Enfin, vraiment, ils brossent tout ça et ils complètent ça dans leur site. Donc, je pense que c'est un bon moyen de commencer. Il n'est pas cher le livre en plus. Non, ouais, il est pas cher du tout. Il est réactualisé régulièrement.
je pense que c'est un bon moyen de commencer. Et puis, et il y a d'autres lectures, hein, bien sûr, qui permettent. Il y a énormément de podcasts aussi qui sont disponibles, et je préconise vraiment d'écouter parfois des podcasts généralistes d'entrepreneurs qui parlent de leur projet, en fait, parce que c'est là où on comprend dans les bons podcasts quelles difficultés ils ont rencontrées, et ça, encore une fois, il y a une offre vraiment importante. C'est assez simple à trouver, mais je dirais que la première règle, eh ben, c'est de s'ouvrir un wallet. C'est d'essayer d'acheter un NFT à $2 et de comprendre que brusquement, je vais payer un NFT $2 avec des gas fees à $400. Et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, tirer la pelote de laine. Et cette pelote de laine, elle ne peut se tirer qu'à partir du moment où on expérimente. Donc, c'est ouvrir un wallet, comparer des wallets, essayer de voir les plateformes NFT, tirer la pelote de laine. C'est cette curiosité-là qui va vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui les utilisateurs, et puis regarder sur Twitter ceux qui se plaignent qu'on leur a volé leur NFT, ou ceux qui disent bah tiens, je suis devenu millionnaire, c'est génial. Enfin, tirer les pelotes de laine et arriver à prendre un petit peu de recul au-delà de tout ce hype, de pouvoir lire et regarder ce qui se passe, et classer ce qui est de l'ordre effectivement de la spéculation, du hype, du n'importe quoi, il y en a évidemment, ou de l'ordre du plus transformationnel et des vraies questions. C'est-à-dire que si des Forbes, des banques centrales, des Bain, des McKinsey commencent à écrire des rapports ou des PwC écrivent des rapports, ou des Deloitte écrivent des rapports sur la blockchain, et ils ont l'avantage d'être disponibles gratuitement, c'est qu'il y a une vraie révolution d'infrastructure et des vrais questionnements qui sont en train de se poser. Donc dès que vous voyez ça, vous téléchargez, c'est disponible, vous lisez, et il faut manger et expérimenter. Voilà. Ouais. Il y a quand même le meilleur conseil que je peux donner. Ouais, il y a une formation, mais elle est en anglais, qui est organisée par l'Université de Nicosie, et régulièrement, en fait, c'est un book-up qui est gratuit. Ils en ont, je pense, relancé un second sur la matière des NFT récemment, qui est vraiment extrêmement instructif en quelques semaines. Il y a une école en France qui est en train de se développer aussi, et elle a deux approches, en fait, une approche blockchain consultance, mais également une approche blockchain développement, c'est Alira. Je crois qu'il y aura d'autres initiatives en la matière aussi, parce que c'est vrai qu'ok, lire, c'est clair, c'est intéressant, mais parfois, pour les gens qui entrent dedans, la matière est tellement vaste, il y a tellement d'informations qu'on ne sait pas par où passer. Quand vous avez quelqu'un, en fait, pour la structurer, c'est quand même beaucoup plus agréable. Et là, alors, on peut finalement qu'appeler les entrepreneurs et les structures d'enseignement, c'est peut-être de commencer à jouer un rôle en la matière, pour aider précisément à structurer la connaissance, et au moins servir de porte d'entrée dans la matière. Parce que ça va tellement vite. Il y a tellement de choses que, ok, oui, on peut essayer, c'est vrai, mais on peut être très vite découragé aussi. Quand vous avez de l'accompagnement, ça aide. Alors justement, par rapport à ça, le 13 janvier, je vous donne tous rendez-vous, ceux qui ont envie d'apprendre aussi. Et en fait, on donne la parole aux recruteurs, justement, aux trainers, aux formateurs et aux candidats. Donc c'est le 13 janvier de 18h à 19h30, et il y aura une section particulièrement pour les formateurs, donc ça sera tous les mois, avec 3 formateurs à chaque fois qui viendront pitcher. Et il y aura notamment Alira qui viendra, bien sûr. Voilà. Peut-être aussi une question que j'avais, Camille, si tu permets. C'était sur la partie onboarding des protecteurs et défenseurs légaux. Aujourd'hui, combien vous avez en fait de manière globale l'équipe Logan, combien vous avez de personnes, et puis notamment réussi aussi à onboarder, et puis comment vous allez développer cet onboarding, parce que je pense que c'est aussi un point clé du projet, hein, c'est-à-dire de l'évangélisation que vous faites, et pour qu'il puisse se développer. Comment on peut vous aider, et puis aujourd'hui combien vous êtes et comment on peut vous aider. Voilà. En fait, on va bénéficier de la décentralisation, on va dire, et plutôt de la distribution de l'information. C'est-à-dire qu'on a démarré par rapport à un cœur qui diffuse et qui va connaître d'autres personnes, qui vont connaître d'autres personnes. Et en fait, dans ce dispositif-là, l'équipe aujourd'hui, c'est 8 personnes dans le cœur de l'équipe, mais on a 10 huissiers qui nous servent de relais vers les 40 futurs, qui nous feront des relais sur les 100 futurs, 200, okay. 500. Et c'est pour ça que c'est très important que quelqu'un comme Patrick, par exemple, Guillain, qui est au board de l'Union, encore une fois, des officiers internationaux des officiers judiciaires. D'ailleurs, ils ont eu leur congrès international à Dubaï il y a
quelques semaines, hein, juste juste en décembre. Et c'est pour la première fois où on a parlé de Logon au sein de cette instance. Donc, il y avait énormément de personnes. Donc, ça nous permet justement de pouvoir, lorsqu'on sera prêt, parce que ce qui est important, c'est en termes d'exécution, pouvoir onboarder correctement les huissiers. Il faut quand même comprendre qu'on est face à une population pour qui la blockchain n'est pas du tout quelque chose d'évident à comprendre et à manipuler. Et donc, on est en train de développer des outils, du matériel, et puis aussi, on va dans le futur recruter des personnes qui vont aider, c'est peut-être le rôle de l'association, d'aider à ce fameux onboarding. Mais on va reposer, en fait, encore une fois, on n'a pas de difficulté à recruter des huissiers ou intéresser des professions judiciaires parce qu'on repose par capillarité, en fait, sur ce cœur initial de pionniers qui ont cru, en fait, dans ce projet, qui ont vu un moyen pour eux de faire évoluer leur profession vers ce qui va être leur transformation digitale. Et donc, sur cette base-là, sur ce cœur-là, on va, par capillarité, en fait, augmenter cette base, mais on a le moyen, justement, de le faire sans être dépassé. Encore une fois, on parle de valeur, on parle de protection judiciaire, et on parle en plus d'un écosystème légal qui n'est pas des plus technologiques. Donc, dans les outils, dans les applications, il va falloir qu'on prenne, on va aller vite, mais on va adapter les outils pour faire en sorte que ça soit bien fait, que ça soit surtout le plus sécurisant possible. Mais on a ces relais très importants qui sont déjà en place grâce au fait qu'ils sont présents dans les cofondateurs de Logon. Voilà. Mais pas que, en fait, parce qu'il y a aussi une autre mécanique qui est en train de se mettre en place. On va commencer précisément avec les éditions d'Alloz, potentiellement une série de formations. Donc, il y aura un premier webinaire qui sera organisé précisément pour informer et commencer à former potentiellement les professionnels de confiance, je veux dire ainsi, à ces nouvelles technologies, d'une part, les informer par rapport au potentiel finalement du Web3, à ce qu'on fait aussi précisément, si ça peut les intéresser et les stimuler à nous rejoindre. En Belgique aussi, il y a eu une interpellation qui a été faite au Parlement fédéral par rapport à ce que le GUN est en train de mettre en œuvre. Et le cabinet du ministre de la Justice a eu écho de ce qui se passait, et on voit en fait on commence à sentir en fait un certain frémissement au sein des organes professionnels quand on commence avec un État. Et c'était quand même aussi l'avantage de la Belgique, c'est aussi les avantages des États comme le Luxembourg finalement. On est basé aussi, qui sont plus petits, avec lesquels en fait on peut avoir des interactions, au sein desquels on peut avoir des interactions beaucoup plus directes en fait avec l'organe politique. Mais quand vous avez en fait des interactions directes avec l'organe politique, finalement ils deviennent vos ambassadeurs à l'échelle européenne, et ça peut ensuite aller très vite. Donc, et l'aspect formation, pour vous donner un dernier exemple, j'ai été sollicité hier en fait par un organe professionnel d'avocats ici en Belgique qui souhaite mettre en place précisément une formation autour des métiers du droit, blockchain, voir précisément comment les avocats pourraient interagir avec des projets tels que les nôtres ou d'autres. Donc on sent le frémissement, on sent que le changement est en marche. Donc vraiment deux axes, quoi. Les relais, mais à deux niveaux, professionnels et politiques, et les formations, je pense, clairement, sur lesquels on sera actif aussi. Hein. Excellent. C'est vrai que la formation et l'éducation est clé, quoi. Ouais. Et blockchain HEC pour le coup, donc. Et notamment toutes les instances d'évangélisation, justement. On en avait parlé un petit peu pendant la préparation de ce webinaire, mais c'est vrai que, évidemment, vous êtes le bienvenu pour qu'on puisse peut-être faire un petit point peut-être plus précis sur le Web3, une session dédiée, et puis pourquoi pas même déployer, faire une démo et le cas d'usage, sur les cas d'usage que vous avez présentés. Ce serait vraiment intéressant d'aller peut-être un peu plus en profondeur avec ceux que ça intéresse. Même faire venir des huissiers qui pourraient parler de leur Exactement. expérience, ça pourrait être sympa. C'est clair. Complètement. En fait, comment nous aider? En fait, ce qu'on recherche aujourd'hui, c'est des use cases, c'est-à-dire des cas où des gens qui voient dans la protection qu'apporte Logon un moyen de sécuriser leur projet. Et on a, au fur et à mesure qu'on commence cette communication, maintenant que toute la plateforme est disponible, opérationnelle, et a mis en place ses premiers projets, encore une fois, par diffusion, en fait, des gens viennent nous voir en nous disant, bah, tiens, je travaille dans tel secteur, et par exemple celui des assurances, et en fait, j'ai besoin de sécuriser ça, et ça me paraît idéal. Et donc, on a besoin, en fait,
beaucoup de projets blockchain en fait sont extrêmement abstraits. C'est-à-dire qu'ils sont un peu auto-centrés et en fait ils mettent en place les outils mais qui ne servent que du coup derrière qu'à leur propre monnaie en attendant l'usage futur qui n'est pas encore très clair et qui se construit au fur et à mesure. Nous on a une approche complètement inverse, c'est-à-dire qu'on résout un problème extrêmement clair. Et donc, c'est par l'exemple qu'on construit ensuite les fonctionnalités, les éléments, le roadmap en fait de Logion est vraiment basé sur ces premières expériences et cette confrontation au réel. On part du réel pour construire la plateforme technologique. Et c'est parfois un peu ce qui peut être oublié par certains projets. Et c'est de ça dont on a besoin. On s'est vraiment abreuvé des feedbacks des professions pour leur construire la meilleure plateforme possible. Et maintenant, on est au stade où on la confronte à des vrais projets pour construire la meilleure plateforme possible au service justement de ces professions réglementées. Et donc, à cet égard, sur les use cases, juste mentionner ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cercle vertueux parce que sur les use cases, on voit que les premiers legal officers qui touchent du doigt un peu la plateforme et commencent à se projeter sur des use cases et les amènent. Ils en ont amené là tout récemment. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment le cercle vertueux. C'est-à-dire que ça part du réel et aussi de leur... ils sont pas là en train d'attendre, tiens, mon métier se transforme et on m'amène du business. Ils sont vraiment complètement dans cette logique d'amener des use cases. C'est ça. Alors, chez HEC Alumni, il y a à peu près 400 groupements répartis sur 60 000 membres. Il y a différents groupements. Bah, tu les connais bien aussi, Stéphanie. Moi, j'appartiens à deux, donc aéronautique, défense, sécurité et puis blockchain HEC. Mais évidemment, il y a aussi des groupements de professions réglementaires. Est-ce que Logion, là, on parle vraiment de professions réglementaires, mais est-ce que on pourrait pas effectivement organiser une session dédiée à ces professions et lister finalement les clubs. Je pense que ça peut être intéressant à voir, à co-organiser avec d'autres clubs des professions réglementaires. Ouais. Ça peut être vraiment et voir avoir leur feedback et découvrir des use cases, pourquoi pas. Ouais. Aujourd'hui, notre focus actuel sur le déploiement, c'est vraiment la protection de la propriété intellectuelle et de son exploitation. Voilà, et ça touche énormément de secteurs d'activité. On constate aussi que les secteurs d'activité qui sont le plus consommateurs d'huissiers, par exemple les assurances, ont besoin et elles ont besoin d'automatiser. Et elles voient bien elles ont été d'ailleurs parmi les premières à mettre en œuvre des tests, des projets pilotes sur la blockchain parce qu'elles voient bien que l'automatisation des smart contracts sur des indemnisations liées à la survenance de risques, notamment financiers, les smart contracts sont des outils rêvés pour ça. Et comment sécuriser, comment constater la réalité, comment mettre en place, être sûr que le processus est bien respecté et a bien été ancré, etc. Et comment vérifier. Eh bien, ça fait des secteurs d'activité qui peuvent être très intéressants à couvrir. C'est par exemple aussi le fait que dans certains cas, on a notre ami de la Smart Building Alliance, Emmanuel François, qui SBA en fait, qui travaille justement sur tous ces écosystèmes de construction d'immeubles intelligents. On peut se dire, mais c'est quoi le rapport avec la blockchain? C'est tout simple. C'est énormément de technologie. C'est des systèmes informatiques avec des protections. La société qui a mis en œuvre disparaît. Ils sont obligés de tout refaire. Comment sécuriser ces éléments-là, ces éléments d'accès, comment sécuriser les processus d'accès à ces systèmes informatiques quand on a besoin de les updater 3 ans après. On leur a simplement expliqué Logion, ils ont dit voilà, les assurances, elles ont besoin, parce que ça coûte très cher ensuite quand il y a ces risques-là qui s'opèrent. On se rend compte que du coup, le service que l'on apporte et l'automatisation qu'on pourrait apporter rend des services qui n'avaient pas été envisagés et qui sont du coup, là on parle vraiment de concret. Hein. Quand je perds le mot de passe du serveur d'administration d'un immeuble, là on parle de vraiment quelque chose de très concret. Et tout le monde a intérêt à ce que ça se passe bien. Les assurances, mais également évidemment les promoteurs. Il y a une question dans le chat. Absolument, une question de Mathis Delizy. Dans cette volonté d'assurer une gouvernance décentralisée, peut-on imaginer un quota maximum de tokens Logion délivrés par un officier légal afin d'éviter une pondération trop forte de certaines parties vis-à-vis des autres? Ouais, c'est essentiel en fait à ça. C'est d'où quand on expliquait tout à l'heure l'intérêt des métiers de la tokenomie, parce que précisément quand dans l'état actuel des choses, quand précisément la totalité de la supply sera délivrée, on ne garantit pas précisément une majorité aux officiers légaux. Plus de tokens seront en circulation en dehors des mains des officiers légaux. Or, on va devoir s'assurer quand même à un moment donné de protéger certaines choses fondamentales
mais qui sont tout à fait objectivables, hein. C'est ça qui est extrêmement important parce qu'elles tiennent en fait au cadre légal, donc elles tiennent finalement à une contrainte légale qui s'impose à nous et venant de l'extérieur, mais on va devoir mettre en place des mécaniques précisément pour protéger aussi l'organisation et le mode de fonctionnement des officiers légaux de Logan. Alors, ce qu'il faut savoir en fait dans une tokenomie et dans la gestion précisément d'une supply, c'est que c'est un système qui respire. On apprend aussi en marchant, on part d'un point de départ où on pense qu'on a la bonne idée et à un moment donné, on met en place finalement des mécanismes de gouvernance qui doivent être les plus transparents possibles, les plus ouverts possibles pour qu'on puisse réajuster en cas de besoin. Je peux vous dire qu'au sein de Polkadot, la tokenomie, les règles de gouvernance, elles ont déjà été révisées et revotées un certain nombre de fois parce que précisément, en fait, on se rend compte en fonctionnant que les choses ne sont pas nécessairement adaptées. Mais donc, clairement, il faudrait être attentif aux bons équilibres. Le but, c'est le contrôle aux stakeholders. Ça, c'est la règle de base, mais avec vraiment un focus et une attention particulière au fait de protéger finalement nos gardiens légaux et surtout de les garder dans une situation où ils sont conforts finalement par rapport à leur cadre légal et leur cadre déontologique qui s'impose à eux et à nous. Voilà. Ok, très clair, merci beaucoup. Je vous propose de conclure sur cette, à moins qu'il y ait d'autres questions, je crois pas. Bon, il se fait un peu tard aussi, on n'a pas vu le temps passer, donc on a bien dépassé. Encore merci On est à tous les trois. intarissable, on peut continuer, il n'y a pas de problème. Ouais, je vois ça. C'est vrai que vivement la fin du Covid pour qu'on puisse reprendre un peu les activités normales aussi comment dire, de conférences. Et puis donc encore merci à tous les trois, merci beaucoup aussi à Camille pour cette co-modération et puis je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine session avec Logion et donc d'autres professions réglementaires, enfin des clubs HEC si possible ou d'autres communautés. Merci encore. Merci à tous. Avec grand plaisir. Merci David. Merci à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao. Merci Blockchain HEC. Ciao. À la prochaine.